Reprenons donc nos travaux. À l'ordre, s'il vous plaît, ayant constaté le quorum, je déclare donc la séance de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles ouverte. La Commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 69, loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives. Madame la secrétaire, ce matin, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Tricone-Marquette est remplacé par Mme Garceau, Robert Baldwin, et Monsieur Fortin-Pontiac par Mme Cadet, Bourassa-Sauvé. Merci beaucoup. Maintenant, lors de notre ajournement d'hier, nous étions dans nos travaux à l'étude d'un amendement qui était proposé par le député de Maurice Richard à l'article 14.1, en fait, à 14.1, qui est introduit là par l'article 4 du projet de loi à l'étude. À ce moment-là, je vais vous demander s'il y a d'autres interventions. Monsieur le député de Maurice Richard, je m'en doutais un peu. Je vous laisse la parole. Pour revenir à la conversation d'hier, donc je rappelle que l'amendement touche l'idée des dommages passés et actuels subis par les Premières Nations dans le cadre des développements énergétiques. Je comprends tout à fait les arguments de la ministre hier qui consistent à dire que Hydro-Québec est dans un processus de réconciliation, qu'ils ne font plus les choses comme avant. D'ailleurs, la résistance des Premières Nations qui a donné comme résultat la paix des Braves a beaucoup changé les choses qui avaient été signées par Monsieur Landry. Mais je ne comprends pas quel argument ferait que ça ne serait pas dans ses responsabilités à elle, en toute honnêteté. Je comprends toute l'idée de dire il y a bien du monde qui sont responsables, mais pourquoi pas elle, en fait? Député, Madame la ministre, je vous laisse la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, bonjour à tous. Comme je l'indiquais hier, en fait, c'est un dossier qui va au-delà du ministère de l'Énergie. Il s'engage l'ensemble du gouvernement. Le premier ministre s'y est engagé personnellement. Mon collègue également aux affaires autochtones s'y est engagé depuis des années, avec une approche entière et, je dirais, très appréciée aussi par les Premières Nations. Du côté d'Hydro-Québec, c'est une responsabilité qui est intégrée dans le cadre du développement, de l'analyse et du déploiement de projets. Donc, c'est une dimension sur laquelle Hydro-Québec s'engage à chacun des projets qui concernent les Premières Nations. Donc, il y a maintenant une approche de partenariat beaucoup plus à la fois resserrée, mais également beaucoup plus en amont. Et ça, je pense que c'est important de ne pas mettre les Premières Nations devant un fait accompli, mais de les engager, d'engager la discussion, les échanges, les perspectives de partenariat, de collaboration dès en amont, dès la planification d'un projet. Et c'est ce qui est en place chez Hydro-Québec, particulièrement sous le leadership de M. Sebia. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on exerce notre responsabilité, mais ça va au-delà de ça également. Mon collègue aux affaires autochtones pourrait intervenir longuement pour expliquer l'ensemble des dimensions qui sont concernées par cette question de réconciliation avec les Premières Nations. Voilà, merci. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député de Maurice Richard? Mais en tout respect, je ne suis pas sûr de comprendre. Donc, je comprends que le ministre qui est en charge des relations avec les Premières Nations est en charge des relations avec les Premières Nations. Ça, je veux dire, j'espère bien. Bon. Maintenant, au-delà de ce ministre-là, vous nous dites, oui, mais Hydro-Québec, M. Sabia est en charge. Je rappelle quand même que M. Sabia est PDG d'une société d'État, mais il n'est pas ministre. C'est vous, la ministre, et Hydro-Québec se rapporte à vous d'une manière ou d'une autre. En quoi ça serait dans la responsabilité de M. Sabia et pas dans la vôtre, là? Pourquoi, à ce moment-là, M. Sabia a cette responsabilité? Pourquoi, lui, il ne répondrait pas pour dire, là, c'est pas mon problème, c'est le problème, c'est plus large, c'est plus gros, etc. Ça l'est, effectivement, dans ses responsabilités. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut même soutenir que ça ne serait pas dans la vôtre. C'est-à-dire, ça l'est partout ailleurs que chez vous, en fin de compte.
Je suis allé chez Hydro, je suis allé chez le ministre en charge des relations avec les Premières Nations, je suis allé au gouvernement, mais ça n'allait pas chez vous, sachant que l'extrême majorité de ces développements énergétiques vont se faire sur les terres ancestrales des Premières Nations. Mais vraiment, l'extrême majorité est passée et future. Donc je comprends que les autres sont en charge, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne le seriez pas là. Surtout que ça vient répondre à une demande qu'ils nous ont faite en commission. Alors, ça serait bien, dans une logique de réconciliation, d'être à l'écoute de ce qu'ils nous proposent aussi là, pour améliorer la collaboration. Là. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Oui. Alors, je ne dis pas que ça ne nous concerne pas, mais je dis que ça nous concerne à l'échelle des projets que l'on mène. Et quand je travaille sur justement des projets de développement énergétique, je m'assure toujours qu'il y a une bonne collaboration avec les Premières Nations, qu'elles ont été mises à contribution, qu'il y a une approche de confiance, de collaboration et de partenariat qui est mise en place. Maintenant, le processus de réconciliation avec les Premières Nations va au-delà du ministère, au-delà de la responsabilité du ministère. Et c'est en ce sens-là que ça dépasse mon mandat. Maintenant, pour les projets de développement énergétique qui se déploient sur des territoires qui concernent les Premières Nations, bien là, c'est sûr qu'on est actif. Je vise à m'assurer que le développement des relations se passe de la bonne façon. Mon collègue également aux Affaires autochtones est bien sûr mis à contribution, mais l'ensemble du processus de réconciliation, c'est au-delà des projets énergétiques que nous, on met de l'avant. C'est en ce sens-là que je vois une contribution des autres acteurs. Mais à notre échelle, il est vrai qu'on travaille avec les Premières Nations, puis je les ai rencontrés d'ailleurs à plusieurs occasions depuis septembre, et on va continuer à le faire, et c'est d'ailleurs ce pourquoi dans le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques, on a également porté une attention plus particulière sur les relations avec les Premières Nations. Donc, voilà, c'est une question, en fait, de est-ce que ça relève de nous, le processus de réconciliation avec les Premières Nations? Je dirais en partie, mais vraiment pas en totalité. Merci beaucoup. Monsieur le député, avez-vous encore des... Allez-y, je vous Ben, laisse la évidemment, parole. que personne ne pense que vous seriez en totalité en charge de la réconciliation, on n'aurait un problème parce que ça ne suffirait pas. Là. Je serais curieux d'écouter mes chers collègues de l'opposition aussi pour voir s'ils ont quelque chose à dire sur les questions qui touchent aux Premières Nations. Sinon, moi, j'aurais fini mes remarques. Bien, il vous restera du temps, monsieur le député, si jamais vous voulez revenir, là, sans problème. Monsieur le député, je vous laisse la parole. Monsieur le député de Jacques-Cartier. Oui, Monsieur le Président, on va appuyer l'amendement proposé par notre collègue de Maurice Richard. J'entends l'échange entre mon collègue et la ministre, puis je comprends pour quelque chose qui est précise comme de compenser les dommages. C'est peut-être un peu difficile pour elle de prendre un engagement elle-même comme ça, quand c'est vrai, ça prend le rôle de plusieurs acteurs, incluant le premier ministre du Québec qui a un rôle dans les négociations de nation à nation. Mais je pense que le collègue Maurice Richard a raison de se présenter ce moment qui est clairement écrit dans le mémoire de l'Association des Premières Nations du Québec et Labrador. C'est une suggestion qui est mise de l'avant. Et je pense que c'est important dans cette commission de parler de cette réalité que, oui, il y a des dommages passés et actuels qui étaient subis par les différentes Premières Nations partout sur le territoire du Québec. Et à un certain moment, il faut trouver une façon pour, oui, compenser, mais aussi régler ces dommages qui arrivent malheureusement à les peuples autochtones du Québec. Et au minimum, de prendre le micro aujourd'hui puis d'exprimer ce mécontentement et cette réalité encore que le mot autochtone n'est pas hyper présent dans ce projet de loi est quelque chose que je pense qu'on peut et doit régler dans les suites des choses. Alors, pour l'instant, c'est tout que j'avais à dire sur cet amendement, puis on va quand même proposer un amendement après cette discussion, Monsieur le Président, pour continuer la discussion. M'éclairer un amendement additionnel, un nouvel amendement ou un sous-amendement? Nouvelle. Ah, parfait, merci beaucoup. Sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Il n'y a pas d'autres interventions en lien avec cet amendement. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous pouvons passer aux voix. Alors, pour ce qui est de l'amendement, oui, c'est ce que je me disais. Je vous laissais un petit délai. Merci. Nous allons y aller par appel nominal. Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention. M. Boisy, Maurice Richard. Pour. Mme Fréchette-Sanguinet. Contre. M. Bussière-Gatineau. Contre. M. Sainte-Croix-Gaspé. Contre. M. Rivec-Côte-du-Sud. Contre. M. Tremblay-Dubuc. Contre. M. Kelly-Jacques-Cartier. Pour. Mme Cadet-Bourassa-Sauvé. Pour. M. Montigny-René Lévesque. Abstention. Alors, cette proposition d'amendement est rejetée. Merci. Nous revenons donc à l'étude de l'article. Oui, En train de monsieur. terminer, de rédiger l'amendement, M. le Président. Parfait. Nous aurons donc une proposition d'amendement. Le temps que cet amendement-là soit rendu pour l'afficher à l'écran, nous allons donc suspendre nos travaux. Nous recommençons nos travaux. Nous avons donc affiché la proposition d'amendement à l'article 4.14.1 par le député de Jacques Cartier. Alors, je vous laisse la parole, Monsieur le député. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, à l'article 14.1 de la loi sur le ministère de l'Économie et de l'Innovation, proposé par l'article 4 du projet de loi, ajouté à la fin de l'alinéa suivant, aux fins de l'application du présent article, le ministre doit considérer les intérêts et le rôle des Premières Nations inuites dans la gouvernance du secteur énergétique. Monsieur le Président, je veux quand même laisser la porte ouverte à la côté gouvernemental de revenir avec quelque chose qui peut être mieux rigidé ou quand même réfléchir par le côté de notre juriste, Maître Marois et son équipe, parce que sur notre côté, nos ressources sont un peu limitées, mais je pense qu'on a une opportunité ici, Monsieur le Président, dans la mission de la ministre, d'ajouter quelque chose qui est plus concret pour nos Premières Nations et les Inuits du Québec, qui dit que chaque action que le ministre va prendre dans sa mission va prendre en considération eux autres. Puis c'est un peu ce que le ministre vient déjà de dire dans l'échange avec mon collègue de Maurice Richard, parce que, Monsieur le Président, je veux juste revenir un petit peu sur les différentes responsabilités au sein du gouvernement. C'est sûr que nous avons le ministre responsable des Affaires autochtones qui gère un secrétariat, qui assure la coordination des actions des différents ministères dans leur relation avec les Premières Nations et les Inuits du Québec. Mais ils ne sont pas responsables pour exécuter nécessairement certaines actions. Ça appartient toujours à chaque ministère au sein du gouvernement du Québec de prendre leurs propres responsabilités en main pour s'assurer qu'on a une bonne relation nation à nation avec nos partenaires des 10 Premières Nations du Québec et les Inuits. Et on sait, aux têtes de ça, c'est toujours le premier ministre qui doit traiter les différents gouvernements avec le respect qu'eux autres sont un propre gouvernement, nous sommes un propre gouvernement, puis quand on est capable d'avoir cette relation de la tête de leur nation avec la tête de notre nation dans la même salle, c'est parfait, mais on comprend que c'est pas toujours possible pour le premier ministre du Québec. Mais la ministre a une responsabilité, Monsieur le Président, dans chacun des 6 éléments listés dans cette section ici, ça va avoir un impact sur les Premières Nations et les Inuits du Québec. Ça va avoir un impact sur nos populations autochtones au Québec. Et je veux juste aller sur la liste de soutenir et stimuler et de promouvoir la production d'énergie ainsi que le développement des nouvelles filières d'énergie. Presque impossible que ça ne va pas toucher ou ni impacter les Premières Nations et les Inuits du Québec. De contribuer au développement et l'accroissement de la fiabilité et la résilience des infrastructures énergétiques. Comme vous savez, Monsieur le Président, des lignes de transmission, et plusieurs de mes collègues ici, sur le côté du gouvernement, des lignes de transmission traversent des territoires autochtones. Si on regarde de s'assurer le maintien des approvisionnements en énergie et la sécurité énergétique du Québec, notamment en favorisant la complémentarité et l'équilibre entre les sources d'énergie disponibles, encore très difficile de ne pas penser que des Autochtones vont avoir un rôle ou un mot à dire. Ça se pointe ici. Ça va être hyper important d'inclure eux autres dans ces actions, dans ces décisions, dans l'exécution de le point numéro 3. Quand même, pour le point numéro 4, d'assurer le contrôle et l'exploitation de toute force hydraulique sous son autorité et de tout réservoir souterrain. Bien, on parle pas mal probablement des lacs et des rivières et des forces hydrauliques qui sont sur un territoire autochtone. De favoriser le développement des activités d'Hydro-Québec,
aucune question que ça va prendre une bonne collaboration, approbation de les Premières Nations et des Inuits du Québec, et quand même de veiller la qualité des produits énergétiques. Bien, encore, je reviens que certains de ces produits énergétiques sont sur des territoires autochtones. Alors, je pense qu'on a une façon ici, et c'est sûr, Mme la ministre va dire, oui, dans chacun des éléments, on va prendre en considération des Autochtones. Alors, parfait. Ajoutez ça clairement dans le projet de loi, que ça va être fait, qu'on va rassurer les Premières Nations des Inuits, qu'on ajoute cette réalité, que c'est inscrit dans la loi, qu'il n'y a aucun doute qu'on a une responsabilité dans chacune des actions dans votre mission. On va inclure les Premières Nations des Inuits dans les décisions, qu'on va avoir une bonne relation nation-nation avec eux autres. Alors, je laisse le porte ouverte à la ministre de répondre, discuter avec nous, mais je pense que cet amendement c'est une possible gain pour tout le monde, pour notre société en général. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Juste pour valider, si Mme la ministre souhaite répondre maintenant, parfait. Après ça, j'ai une autre demande d'une collègue. Je vais répondre aux deux en même temps, alors je vais vous laisser poursuivre. Parfait. Je vais vous laisser la parole, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Merci, Monsieur le Président. Vous aurez compris là, que l'objectif ici, donc je vais réitérer donc, le point de mon collègue. Je pense que la ministre donc, l'a bien entendu. Donc, vous aurez compris, Monsieur le Président, que l'objectif de cet amendement proposé par le Parti libéral du Québec est de tendre une perche à la ministre. Mon collègue de Jacques Cartier l'a indiqué. Le ministère donc, dispose des différentes ressources donc, pour améliorer le libellé, pour s'assurer qu'il puisse convenir et qu'il soit donc, compatible avec donc, la législation actuelle et l'ensemble donc, du corps législatif du corps législatif québécois. Mais ceci dit, il apparaissait important pour nous qu'à l'article 14.1, que l'on puisse mettre de l'avant donc cette priorité de prendre en compte donc les intérêts et le rôle des Premières Nations inuites dans la gouvernance du secteur énergétique au fin de l'application du présent article. On l'a mentionné souvent, donc les articles 3 et 4 sont des articles de mission, des articles d'interprétation large et libérale, des articles donc qui nous permettent donc de bien saisir quelles sont les responsabilités de la ministre et comment compte-t-elle en 2025 exercer son rôle de gestion responsable des ressources énergétiques. Les débats au cours des dernières semaines donc, ont beaucoup porté donc, sur l'aspect de la transition énergétique. Donc, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui en 2025 de considérer ces aspects-là, de s'assurer qu'ils soient non pas subordonnés, mais bien à l'avant-plan, bien dans la micropuce de l'analyse du ministère, de l'analyse donc de la ministre lors donc, du développement des projets de développement énergétique. Ici, donc, nous arrivons avec une autre micropuce essentiellement. Hein, on le dit. Donc, nous ne présentons pas donc un nouveau paragraphe, donc une responsabilité additionnelles à celles qui sont indiquées à l'article 14.1. Donc, 14.1, premier alinéa. Donc, on nous présente 6 paragraphes qui précisent quelles sont les responsabilités de la ministre et comment ceux-ci sont tributaires de certains leviers dont elle dispose. Ce que nous venons faire, donc en mettant de l'avant donc un second alinéa à cet article, c'est de dire, voilà, donc la ministre, pour l'accomplissement de sa mission en matière d'énergie, parce qu'on le sait, on en a beaucoup parlé, mais en ce moment, donc la loi sur le MEIE nous parle des responsabilités de la ministre en matière d'innovation et ensuite en matière d'énergie. Donc, on les détaille, on les décline de façon précise. Mais ici, en matière d'énergie, lorsqu'on décline ces responsabilités-là, en 2025, il nous apparaît impératif d'ajouter cet élément de prise en considération des intérêts et des rôles des Premières Nations inuites dans la gouvernance du secteur énergétique. Lorsque l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, l'APNQL, est venue en commission parlementaire et nous l'avons réitéré dans l'une de nos motions préliminaires un peu plus tôt dans le processus de cette étude détaillée. Bien, ils sont venus nous dire, donc, d'une part, donc, que les Premières Nations, leur gouvernement, leur savoir, leur expertise doivent être placés au premier plan de la transition énergétique et du développement économique. Ils nous ont aussi précisé qu'il est impératif que le projet de loi reflète la place inhérente aux Premières Nations dans la gouvernance de l'énergie au Québec. Évidemment, donc, leurs propositions sont déclinées de façon beaucoup plus précise. Nous savons que la ministre, et nous saluons le fait que la ministre devrait donc déposer donc, un amendement pour que ça puisse, pour que l'une de leurs recommandations donc, se retrouve ici au projet de loi. Mais avant même que nous en arrivions à l'opérationnalisation, ce que nous demandons au Parti libéral du Québec et à la ministre, c'est de s'assurer
que, alors même qu'elle réalise son mandat, alors même donc qu'elle accomplit sa mission et qu'elle soutient, stimule, promeut la production énergétique et le développement de nouvelles filières et particulièrement donc qu'elle favorise le développement des activités d'Hydro-Québec. Évidemment, donc il y a six paragraphes, je ne les nommerai pas tous, Monsieur le Président, mais on le sait, donc ceux qui sont les plus touchés par le rôle des Premières Nations, ce sont ceux-ci. Bien, alors même, donc, elle, par exemple, joue son rôle de favoriser le développement des activités d'Hydro-Québec, qu'on ne se retrouve pas donc en obitaire, là, en note de bas de page, à se demander « Ah oui, c'est vrai, les Premières Nations, on les a oubliées. » Le témoignage et le mémoire de la PNQL, donc, nous enjoint comme législateurs à vraiment structurer le projet de loi afin que le leadership des Premières Nations en matière de gouvernance, de développement économique et de partage de richesses se retrouve vraiment donc dans les composantes du projet de loi 69 et que dès le départ, ces éléments, donc ceux que mon collègue donc, a nommés avec donc, l'expertise qu'il détient, l'expertise générationnelle chez les députés de Jacques Cartier, successifs, de vraiment donc, nous assurer que nous reconnaissons que donc ceux-ci donc, ont le droit de décider du développement sur leur territoire et leurs eaux, que les éléments donc, de réconciliation et le rôle donc, de gouvernement que nous avons formulé, qui a un rôle, en fait, là, une vision qui est partagée par l'ensemble des parlementaires de toutes les formations politiques, se retrouve bel et bien représenté à juste titre dans le projet de loi 69. Donc, pour ça que nous le mettons ici dans un second alinéa de l'article 14.1. Merci, M. le Président. Merci, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Avant de passer la parole à d'autres collègues, Madame la ministre, souhaitez-vous prendre la parole à ce stade-ci? Oui, je vais prendre la parole. Allez-y, Madame la ministre, Merci. la parole est à vous. D'accord, merci, M. le Président. Donc, je veux réitérer toute l'importance qu'il y a dans le cadre du développement énergétique à travailler avec les Premières Nations et INU. C'est vraiment central dans notre approche, central pour le devenir, je dirais, à la fois énergétique, mais également collectif du Québec, considérant que le développement énergétique est au cœur des enjeux économiques de moyen et de long terme pour le Québec et que les Premières Nations sont établies sur la majorité, la très grande majorité, en fait, des territoires qui vont faire l'objet de développement énergétique. Donc, il est central et essentiel pour nous de travailler dans une approche de collaboration. Et c'est ce à quoi on s'est engagé déjà depuis plusieurs années. Et on va poursuivre dans cette veine-là de manière à resserrer encore davantage nos liens avec les Premières Nations. Alors, quand il est question de gouvernance, eh bien, la gouvernance des ressources énergétiques, elle se trouve à être opérée par le PGIR, le plan de gestion intégré des ressources énergétiques. Et je sais qu'il y a un souhait qui a été émis par les Premières Nations pour faire en sorte d'avoir un rôle qui leur soit dévolu en lien avec le PGIR. Et c'est quelque chose qu'on a discuté à plusieurs occasions depuis mon arrivée. Mon prédécesseur également avait eu des rencontres avec plusieurs des représentants des Premières Nations et INU. Et on a voulu, en fait, donner suite à ce souhait. C'est pourquoi on a déposé un amendement dans le cadre de nos travaux à l'article 14.3. Comme vous savez, c'est un dossier, les relations autochtones, où chaque mot est bien pesé parce que, bon, les mots sont d'importance. Et également, on sait qu'on est en processus de réconciliation, donc on veut s'assurer d'adopter, bref, les bons libellés. Alors, ce pourquoi on a opté dans le cadre de notre amendement qui reconnaît, en fait, une attention particulière qui est donnée aux Premières Nations dans le cadre du processus de gouvernance, donc dans le cadre du PGIR, reflète en fait les libellés et le vocabulaire qui déjà a été adopté par le gouvernement en lien avec les questions autochtones. Donc, je me permets de lire l'amendement qui va comme suit. Au fin de l'élaboration du plan, on parle du PGIR, la ministre consulte la population, incluant les communautés autochtones. Lorsque les circonstances le requièrent, les communautés autochtones concernées sont consultées de manière distincte. Et je dois vous dire qu'on est en phase de planification
des consultations qui seront menées en lien avec le PGIR et il est déjà établi que nous rencontrerons les représentants des Premières Nations dans le cadre de cette consultation qui sera déployée. Donc ça, pour nous, c'est un incontournable et c'est quelque chose dont on a discuté également, notamment avec la PNQL. Donc, je salue d'ailleurs le président sortant, M. Ghislain Picard, qui a consacré plus de 30 ans de sa vie au sein de cette association-là. Et je veux dire toutes mes félicitations et la bienvenue au nouveau chef, Francis Véropol, qui a été élu récemment pour prendre la succession de M. Picard. Alors, voilà, c'est pour vous dire qu'on est en relation déjà, en amont, avec les représentants des Premières Nations et Inuits. C'est important qu'on le soit. Et déjà, il est prévu donc qu'ils aient un rôle particulier en lien avec le plan, la feuille de route dont on va se doter pour les 25 prochaines années. Merci. Merci, Madame la ministre. Un petit point d'information. Même si l'amendement n'a pas été traité, l'amendement auquel vous avez fait référence, Madame la ministre, pour le bénéfice de tous, il est sur le greffier, si jamais vous voulez le consulter, parce que nous le traiterons, évidemment, un peu plus tard. Alors, d'autres interventions. J'avais une demande de parole du député de Jean Talon. Alors, si vous souhaitez reprendre la parole ou prendre la parole sur cet amendement, je pourrais procéder. Bien. Alors, merci à la ministre de nous rappeler l'amendement qu'elle va proposer à l'article 14.3, qui lui aussi va être donc modifié par l'article 4 du projet de loi. Donc, cet amendement-là prévoit que pour l'élaboration du plan de gestion intégrée des ressources énergétiques, on va devoir consulter la population, incluant les communautés autochtones. C'est bien que ce soit écrit dans le projet de loi. C'est bien. Mais on se rappellera que c'est une obligation, désormais, qu'il y ait de telles consultations. Donc là, ce n'est pas comme si on réinvente la roue, on est en train de dire l'évidence. Lorsqu'il y a des projets qui concernent les Premières Nations et les Inuits, il va falloir les consulter et travailler en collaboration avec elles pour faire avancer les projets à tous les stades des projets. La conception, la réflexion, le développement, la mise en œuvre, etc. Maintenant, on est au cœur d'une des principales préoccupations des Premières Nations et des Inuits, c'est-à-dire le développement ou la vision de l'avenir de l'utilisation du territoire. Parce que quand on parle de développement de la capacité de production d'énergie, on parle d'utilisation du territoire. Et nous, au Parti québécois, on pense que lorsqu'on discute de ça, on discute de nation à nation, avec les Premières Nations et avec les Inuits. La ministre et son équipe ne seront pas surprises de me voir revenir avec un certain nombre de concepts de rédaction législative. On a établi la mission du ministère à l'article précédent. On a établi, ou on est en train de réfléchir aux responsabilités de la ministre à 14.1, et ensuite le PGIR, le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques, ça, c'est de la mise en œuvre. Est-ce que la ministre ne convient pas? Ou est-ce que la ministre convient, hein, on va y aller au positif, que l'utilisation du territoire et le développement de la capacité énergétique du Québec est un thème fondamental pour les Premières Nations et les Inuits qui mériterait que cette préoccupation-là fasse partie de ses responsabilités lorsqu'elle considère le soutien, la stimulation et la promotion de la production d'énergie au Québec. Qu'encore une fois, aujourd'hui, en 2025, une autre expression que j'utilise souvent, on est rendu là et que c'est important que ça soit clairement énoncé dans le projet de loi 69. Merci, Monsieur le député. Maintenant, Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, merci. Alors, concernant, en fait, l'utilisation du territoire, il y aura assurément donc du développement énergétique sur des terres qui sont des
des Premières Nations, occupées par les Premières Nations. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on ait une attention particulière et qu'on travaille en amont avec leurs représentants, leurs chefs, et c'est ce qu'on fait. Maintenant, un peu comme à l'image de la question de la compensation financière, l'usage qui est fait du territoire québécois lorsqu'il s'agit de portions de territoire qui sont revendiquées par les Premières Nations, bien, ça dépasse le cadre du ministère de l'Énergie. C'est une responsabilité qui incombe à l'ensemble du gouvernement, au premier chef, je dirais, au cabinet du premier ministre en collaboration avec le ministre responsable des relations avec les Premières Nations. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça nous désengage de toute responsabilité, loin s'en faut. Ça nous engage, mais au niveau de ce qui relève plus directement de nous. Et c'est en ce sens-là que c'est à travers le PGIR, donc l'instance de gouvernance des ressources énergétiques et de leur développement au cours des prochaines décennies. C'est au sein donc de cette feuille de route que l'on reconnaît, que l'on veut reconnaître l'importance pour les Premières Nations d'avoir un rôle à jouer et d'être consultés et que soient prises en considération leurs préoccupations et leurs intérêts. Et c'est en ce sens-là qu'on a mis de l'avant donc l'amendement dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'article 14.3. Merci. Merci, Madame la ministre. Je vais continuer avec le député, mais je comprends très bien là, qu'il y aura d'autres interventions, évidemment. Monsieur le député Jean Talon. Les Premières Nations et les Inuits sont venus nous rencontrer en consultation particulière et elles nous ont, je pense, clairement exprimé qu'elles... Je ne veux pas leur prêter des mots, là, mais que le projet de loi 69 n'allait vraiment pas assez loin, alors qu'on est engagé dans un processus de réconciliation avec les Premières Nations et les Inuits, que le projet de loi 69 n'allait vraiment pas assez loin dans la clarification aujourd'hui, compte tenu du chemin qu'on est en train de prendre ensemble. Donc, que le projet de loi contenait à peu près rien à ce sujet-là, au sujet de leurs préoccupations. Qu'est-ce que la ministre leur répond là-dessus? Est-ce que la ministre trouve que le projet de loi 69 en donne beaucoup en matière de message et de clarté législative sur le rôle qu'elle doit jouer aujourd'hui comme ministre pour contribuer à la réconciliation avec les Premières Nations et les Inuits? Monsieur le député, Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, si je m'en remets à la notion de gouvernance des ressources énergétiques, je pense qu'ils sont au cœur, en fait, du processus que l'on va déployer, en ce sens qu'il y aura, à chaque fois que des intérêts des Premières Nations sont en cause, dans les différentes régions du Québec, il y aura une discussion, des échanges, une prise en considération de leurs préoccupations pour l'élaboration du PGIR. Donc, je dirais que par rapport à la gouvernance, les choses sont à venir. On a posé les bases pour que, justement, ça survienne en faisant en sorte d'avoir une préoccupation particulière quant aux Premières Nations dans l'élaboration du PGIR. Et ça va se traduire dans les faits lorsqu'on aura cette consultation à l'échelle du Québec et qui va les inclure d'une manière distincte, mais néanmoins incontournable. Alors, en matière de gouvernance, voilà, ça, c'est un geste d'importance. Et j'aimerais ça souligner aussi que les Premières Nations ont demandé avoir une place au conseil d'administration d'Hydro-Québec. Bon, il n'est pas envisageable d'avoir une place qui soit réservée aux représentants ou à la représentante des Premières Nations, mais néanmoins, il a été décidé de nommer une personne issue des Premières Nations au conseil d'administration d'Hydro-Québec au cours de l'automne dernier. Donc, ça se veut un écho une des demandes qu'avaient portées les Premières Nations. Donc, c'est un processus, je vous dirais, Monsieur le Président, qui se déploie au fil du temps. Et je pense que la consultation et l'élaboration du PGIR vont nous donner une partie des fruits de ce que l'on est en train de semer depuis plusieurs années en lien avec les relations avec les Premières Nations. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre, Monsieur le député de Jean Talon.
Alors, nous avons une proposition d'amendement de la ministre à 14.3. Fort bien, c'est un pas en avant. Je repose la même question parce que c'est important. Est-ce que la ministre, par ailleurs, trouve que son projet de loi est très clair en matière de réconciliation avec les Premières Nations et les Inuits? Précisons la question. Est-ce qu'elle peut me dire à quel autre endroit, dans le projet de loi 69, on parle de Premières Nations et Inuits? Les mots se retrouvent-ils même dans le projet de loi actuel? J'aimerais savoir. Donc, qu'est-ce que le projet de loi fait pour y contribuer? On est dans une des matières les plus cruciales pour l'avenir de cette réconciliation. Le développement, ou non, des capacités de production du Québec sur le territoire du Québec. Qu'est-ce que le projet de loi fait en ce sens-là, pour y contribuer, pour lancer un signal? Je vais même préciser encore plus ma question. Je donne des indices à la ministre, parce qu'elle dit, oui, on lance des signaux, mais le projet de loi, là, ce dont on est en train de discuter, on n'en fera pas 14 des réformes comme ça dans les prochaines années. L'opportunité, elle est maintenant. Donc, qu'est-ce que la ministre fait à l'intérieur de ce projet-là pour contribuer à la réconciliation avec les Premières Nations? Merci beaucoup, Monsieur le député. Maintenant, Madame la ministre, souhaitez-vous répondre? Merci, Monsieur le Président. Donc, les Premières Nations sont au cœur du projet de loi 69. Le cœur de ce projet de loi-là, c'est le PGIR. C'est le plan de gestion intégré dont on a besoin, justement, pour s'engager plus avant dans la transition énergétique. Alors, ils sont au cœur de ce projet de loi-là, d'une part, mais ils ne sont pas que là non plus, au sens où il y a des choses aussi qui s'inscrivent en dehors du projet de loi 69 et qui sont d'importance pour les Premières Nations, tout comme pour notre gouvernement. Et je pense, par exemple, à la création d'une table politique sur l'énergie avec les Premières Nations et Inuits. Ça, c'est une démarche que l'on a déployée ces derniers mois et qui fait en sorte qu'on a des rencontres régulières avec les chefs, les représentants des Premières Nations et Inuits. Donc, il y a aussi ces éléments-là. Je relatais tout à l'heure le développement qu'il y a eu au sein d'Hydro-Québec. Donc, c'est pour vous dire, Monsieur le Président, qu'il y a plusieurs dimensions au développement de nos relations, de nos partenariats. Et puis, je ne vais pas nommer la liste de tout ce que fait Hydro-Québec, par ailleurs, en lien avec les Premières Nations, en termes de développement énergétique. Il y a carrément un changement d'approche qui a été déployé et reconnu aussi, parce que je l'entends quand je rencontre des chefs des Premières Nations, je l'entends souvent qu'il y a une appréciation de l'approche qu'a maintenant Hydro-Québec pour le déploiement des différents projets. Et on va continuer dans cette veine-là. Donc, ils sont au cœur du projet de loi. Ils sont également en lien avec différentes dimensions, comme la table politique énergie. Une première rencontre a eu lieu en juin dernier. Il y en a eu d'autres depuis, des rencontres. Et voilà, donc on fait en sorte d'avancer sur plusieurs fronts. C'est important. Et puis la feuille de route que constituera le PGIR, eh bien ça va être notre guide pour les 25 prochaines années et les suivantes, probablement. Donc, ils sont intégrés dans cette structure. Merci beaucoup, Madame la ministre. Par souci d'alternance, je voudrais juste voir... Je voudrais poursuivre l'échange avec la ministre. Je vous laisse aller. Je vous dis juste que par souci d'alternance, j'ai des collègues qui sont insistants pour prendre la parole. Je les vois bien, Monsieur le Président, et je les comprends d'être impatients de participer à cet instructif dialogue avec la ministre. Mais je pense qu'il y a une limite là, à faire des communications et à dire des choses qui ne sont pas reflétées dans le projet de loi. Je viens d'entendre la ministre dire « Les Premières Nations sont au cœur du projet de loi ». Et là, je lui demande de me donner des exemples. Mais ça va être difficile, parce que je veux dire, pour les gens qui nous écoutent, là, on le fait la recherche. Avec l'amendement qu'elle propose, là, il va y enfin avoir une mention. Mais pour le reste, sauf un article très technique, plus loin dans le projet de loi, on ne fait pas référence aux Premières Nations, on ne parle pas des communautés autochtones. Alors, si le projet de loi est silencieux à ce sujet-là, quel est le véritable engagement du gouvernement, de la CAQ, à ce que ce qu'on fait aujourd'hui, que nos travaux, que cette réforme du secteur de l'énergie constitue un pas en avant, exprimé concrètement dans le projet de loi pour la réconciliation avec les peuples autochtones du Québec. S'il n'y a rien, s'il n'y a pas de mention, moi, on me parle du PGIR.
Soit, c'est bien. Ils vont être dans le plan. Le plan, c'est une mise en œuvre gouvernementale de principe, mais dans le projet de loi, actuellement, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu? Est-ce qu'il y a quelque chose quelque part qui parle des Premières Nations, des Inuits, des peuples autochtones? Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, le PGIR, comme je disais, c'est la feuille de route, c'est ce qui va nous guider dans le développement des ressources énergétiques au Québec et on s'assure d'avoir une reconnaissance, une attention qui soit portée aux Premières Nations. Et ça, c'est important parce que ça va être ce qui va structurer la suite. Et c'est donc essentiel que les Premières Nations soient consultées dans le processus si on veut le faire en amont, le plus en amont possible. On a d'ailleurs commencé à le faire de cette manière-là, puisqu'ils ont été consultés déjà depuis plusieurs mois. Et par ailleurs, une autre manière que l'on a de reconnaître en fait l'importance qu'ont les Premières Nations, c'est que je dois vous dire qu'on voit d'un œil favorable lorsque des projets de développement énergétique sont associés notamment à des Premières Nations. On voit ça de plus en plus fréquemment et c'est une bonne chose. Ça contribue en plus à l'acceptabilité sociale des développements de projets énergétiques. Et je pense par exemple au projet de l'Alliance de l'énergie de l'Est qui inclut des représentants des Premières Nations. Je pense aux dernières ententes que le gouvernement avec Hydro-Québec a annoncées, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, qui inclut également un partenariat avec des Premières Nations. Donc, sur le terrain, dans le concret, on est présent. Dans le cadre de la structure qu'on est en train de mettre en place pour la gouvernance responsable des ressources énergétiques, ils y sont. Ça, c'est les éléments clés qui vont définir de quelle manière on va façonner le développement énergétique au Québec pour les prochaines décennies. Et en plus, il y a cette table politique énergie, c'est cette table politique énergie à laquelle j'ai fait référence. Bref, on est actif sur plusieurs fronts. Et ça, c'est sans compter tout ce que fait mon collègue aux relations avec les Premières Nations et Inuits. Donc, voilà, on est actif sur plusieurs fronts parce que le projet de loi 69 offre une opportunité, mais il y a d'autres éléments qui également en offrent. Merci. Je vais essayer de formuler une nouvelle fois. Quelle est la distinction entre l'exercice législatif que l'on fait et le pouvoir exécutif, c'est-à-dire quand le gouvernement met en œuvre? Parce que je vois que depuis 2 semaines déjà, la ministre réfère constamment au PGIR. Ah, ça va être dans le PGIR, ça, c'est dans le PGIR, ça, c'est dans le PGIR. Ça, c'est un plan gouvernemental. Un plan gouvernemental, c'est l'exécutif. C'est le gouvernement qui en est responsable et qui a une certaine discrétion pour faire ou ne pas faire certaines choses. Ce qu'on veut, c'est que dans la loi, il y ait des indications de ce que la ministre, de ce que le gouvernement est obligé de faire ou pas. S'il n'y a pas de mention dans la loi à l'effet que les Premières Nations et les Inuits sont au cœur véritablement du processus, voici ce qui pourrait arriver. Un gouvernement, je ne le souhaite pas, c'est pas ce que je ne veux pas prédire ça, mais un gouvernement pourrait très bien décider de constituer un PGIR qui, avec l'amendement que la ministre propose, on a consulté, on les a écoutés, mais on ne tient pas du tout compte des intérêts des Premières Nations, qu'on décide qu'on développe telle source d'énergie dans telle partie du territoire, qu'on construit des barrages, qu'on fait fi de cette obligation de s'inscrire dans la réconciliation avec les Premières Nations. Disons qu'un gouvernement fait ça dans le PGIR, parce que la ministre dit « tout est dans le PGIR ». Mais si le gouvernement va là, qu'est-ce qui va l'empêcher? Sur quoi les Premières Nations et tous les Québécois et les Québécoises qui ont à cœur ce processus de réconciliation, sur quoi ils vont pouvoir se raccrocher s'il n'y a rien dans le projet de loi qui oblige à faire ça, qui oblige à tenir compte des intérêts, par exemple ici dans l'amendement qui est proposé, des intérêts du rôle des Premières Nations dans la gouvernance du secteur énergétique? Qu'est-ce qui l'empêche? Rien. C'est pour ça qu'il nous faut des indications dans le projet de loi et que la ministre ne pourra pas répondre pendant toute l'étude de ce projet de loi « Ah, bien, ça va dépendre dans le PGIR. Ça va dépendre du PGIR. » C'est pas un sac fourre-tout, là, le PGIR. C'est un plan gouvernemental. Moi, je parle de la loi. Est-ce que la ministre est prête, oui ou non, à mettre ses culottes et à faire ce que Hydro-Québec est en train de faire? Parce qu'Hydro-Québec, elle a un plan très clair dans son plan à l'horizon 2035
où le processus de réconciliation et de collaboration avec les peuples autochtones se retrouve très clairement mentionné. Hydro-Québec le fait. Est-ce que le gouvernement du Québec est prêt à le faire? Oui ou non? Très bien. Monsieur le député, est-ce que vous demandez la parole? Rapidement, en tout Monsieur le député respect, Dubuc? Oui, en tout respect de mon collègue, ma collègue ministre, soit dit en passant, de très beaux pantalons. Je me demande... Merci. Merci, monsieur le député. Merci. Madame la ministre, je vous laisse la parole. Ah! Alors, Monsieur le Président, je voudrais préciser à tous que je suis en robe aujourd'hui. Donc, si certains d'entre vous ont vu des pantalons, je vous recommande l'optométriste. Je vous laisse la parole pour votre intervention. C'était mon intervention. Ah, merci. Alors, et je sais qu'il y avait blague. plusieurs mains levées, notamment de la partie gouvernementale. Il vous restera du temps, monsieur le député de Jean Talon. Mais, C'était une blague. Je voulais vous jouer un tour, Monsieur le Président. il n'y a aucun problème. Je vous laisse la parole à ce moment-là, madame. Alors, je voudrais revenir sur le fait que le député de Jean Talon a indiqué qu'à aucun autre endroit il y avait mention des Premières Nations dans le projet de loi. Bon. Alors, je voudrais simplement souligner qu'il y a un endroit où on est dans le côté opérationnel des choses, mais bon, ça fait partie aussi du projet de loi, ce côté opérationnel. Alors, si je vous amène à l'article 116, il est indiqué notamment que la société, on parle ici d'Hydro-Québec, oui. Donc, en référence avec Hydro-Québec, la société peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, aliéner tout autre immeuble lorsque l'aliénation est en faveur d'une personne morale ou d'une société de personnes visée à l'article 39, dans la mesure où cette personne ou société est constituée en partenariat avec une communauté autochtone ou une municipalité. Et j'aimerais inviter le maître Marois à nous expliquer, en fait, la portée de cet article-là. Merci, madame la ministre. Nous avons donc besoin du consentement de la commission. Est-ce qu'il y a consentement pour donner la parole à maître Marois? Il y a consentement. Maître Marois, je vous accorde le droit de parole. Bonjour. La ministre fait référence à des modifications à l'article 29 de la loi sur Hydro-Québec qui, actuellement, prévoit des limitations qui empêchent Hydro-Québec d'aliéner des immeubles. Les modifications qu'on fait ici permettent, en quelque sorte, de pérenniser le modèle RTL New York, la ligne de transport d'électricité qui a été constituée... qui a été construite par Hydro-Québec, mais qui a été cédée à une société constituée en partenariat avec Hydro-Québec. Donc, c'est une disposition qui permet de faciliter les partenariats avec les communautés autochtones. Merci. Merci. Maître Marois, aviez-vous terminé votre intervention, madame la ministre? C'est bon. Bon, on va revenir dans l'échange qu'on avait avec le député de Jean Talon. J'ai bien mentionné tout à l'heure que oui, il y avait un article assez technique qui mentionnait les communautés autochtones. Je trouve ça triste que le gouvernement doive se replier sur cet article-là pour dire oui, on parle des peuples autochtones dans notre projet de loi. Cette réponse, en soi, est une illustration de ce que je suis en train de dire. Les Premières Nations et les Inuits ont été invisibilisés dans ce projet de loi. Et ce qu'on propose, c'est de corriger cette erreur dans le projet de loi. Que c'est maintenant qu'il faut le faire. On ne peut pas remettre ça à plus tard. On est en train de parler d'une réforme majeure de la gouvernance du secteur de l'énergie. Plaçons la relation de nation à nation au cœur de cette réforme-là et indiquons clairement, dès le début du projet de loi, lorsqu'on parle soit de la mission, soit des responsabilités de la ministre, cette responsabilité qui est la sienne maintenant, à moins qu'elle nous dise qu'elle sente qu'elle ne porte pas cette responsabilité-là, de contribuer à ce processus de réconciliation et de collaboration avec les peuples autochtones. Est-ce qu'elle est d'accord que c'est la bonne chose à faire aujourd'hui? Très bien. Madame la ministre? Oui, alors j'indiquais en fait que
Notre relation avec les Premières Nations et le resserrement et la réconciliation qui accourt se déroule dans plusieurs dimensions de notre action gouvernementale, et j'en ai fait état dans mes interventions antérieures. Donc, dans le projet de loi, il y a le cœur du projet de loi qui est le PGIR, dans lequel les Premières Nations ont un rôle particulier, seront appelées, consultées distinctement pour nous assurer de la prise en considération de leurs souhaits. Et puis ça va résulter en une feuille de route qui va inclure leurs préoccupations et qui va découler, en fait, des différents échanges que l'on aura avec eux et qu'on a déjà entamés depuis plusieurs mois. Donc, je rappelle qu'en juin, par exemple, il y a eu des rencontres. Également, cet automne, l'automne dernier, depuis que je suis arrivée en poste, on a eu plusieurs rencontres avec les Premières Nations. On s'assure d'être actifs sur plusieurs fronts. Et j'invite le député, en fait, à reconnaître qu'il y a cet engagement multidimensionnel par différents acteurs, par nous, par Hydro-Québec, par mon collègue, par le premier ministre, qui prennent place et qui font en sorte de contribuer donc à ce processus de réconciliation. Merci. Très bien. Très bien. C'est le député de Jean Talon. Je vais laisser mes collègues intervenir. Je les sens, je les sens fringants dans l'autre bout de la table. Tout à fait. Alors, Est-ce que c'est le député de Jacques Cartier? Député de Jacques Cartier, je vous laisse la parole. Oui, Monsieur le Président. Un projet de loi, c'est un peu comme un livre, un roman. On décrit une histoire. Si, Monsieur le Président, j'ai écrit un roman, puis je dis, Monsieur le Président, prendre une copie. Vous êtes un caractère principal dans l'histoire, dans le livre. Elle disait, Monsieur le député de Jacques Cartier, c'est bien gentil, c'est bien fin. Puis tu prends le livre, tu lis ça attentivement. Puis tu es nommé seulement 2 fois dans le livre. Puis tu dis, Monsieur le député de Jacques Cartier, je suis seulement 2 fois dans le livre. Toute l'histoire est autour de moi. C'est des places dans mon comté qui sont intéressantes, Tadoussac, des autres places comme ça. Mais moi, je ne suis pas dans le livre. Comment je peux être au cœur de l'histoire si je ne suis pas nommé dans l'histoire? J'essaie de donner un exemple. On ne peut pas dire que les Premières Nations des Inuits sont au cœur de ce projet de loi si on ne sont pas nommés partout. C'est impossible. Madame la ministre, notre amendement, est-ce que c'est quelque chose qui est contraignant pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est écrit dans cet amendement que vous dites, ça va m'empêcher de faire ma mission à la quotidienne? Parce que je pense que c'est important de rappeler, Monsieur le Président, que dans nos discussions qu'on a eues avec la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, on a parlé que dans l'article 4, on a 14.1, 14.2, 14.3. C'est pas un article complet qu'on parle de tous ces éléments juste dans un grand paragraphe, c'est divisé. Et la ministre a dit sur plusieurs reprises que le 14.1, c'est sa mission, sa quotidienne. Et est-ce qu'on veut que les Premières Nations, les Inuits, sont pris en considération au quotidien au sein du ministère de l'Énergie? La réponse, c'est oui. Et je sais que les fonctionnaires de l'autre côté, le banc est quand même ministre, mais c'est sûr qu'on parle de ça chaque jour. Mais si ça, c'est le cas, nommez-les. Mettre ça clairement dans le projet de loi, dans la section 14.1, où c'est la responsabilité de la ministre chaque jour de s'assurer qu'on soutient, stimuler la production de l'énergie, puis on peut faire la liste. Alors, je reviens encore à la question, Madame la ministre, est-ce qu'il y a quelque chose qui est contraignant avec notre amendement? Merci. Très bien, Monsieur le député. Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aimerais rappeler que la loi constitutionnelle de 1982, c'est un texte supralégislatif auquel sont subordonnées les autres lois. Et il n'est donc pas nécessaire de reporter les éléments de ce texte supralégislatif dans chacune des lois et des projets de loi que l'on met de l'avant, parce qu'il y a une reconnaissance de ce fait de cette loi supranationale des droits autochtones à l'article 35. Donc, le principe fondamental, il est là. Et par conséquent, on reconnaît les communautés autochtones, les Premières Nations, comme des partenaires privilégiés dans le développement énergétique du Québec. Ça fait en sorte qu'on n'a pas non plus à répliquer ce principe à chacun des projets de loi qui concernent les Premières Nations. Et peut-être Maître Marois pourrait compléter ma réponse succincte
Merci, Madame la ministre. Maître Marois, nous avons déjà eu consentement. Alors, je vous laisse la parole. Oui, j'ai peu à ajouter à la réponse de la ministre, qui est en soi très complète, sur la question de l'article 35 de la loi constitutionnelle. Ce que je peux dire aussi, c'est que la jurisprudence canadienne a développé une obligation constitutionnelle de consulter. Puis, je vous citerai peut-être une décision de la Cour suprême que je trouve très parlante, qui dit que la consultation qui exclurait dès le départ toute forme d'accommodement serait vide de sens. Donc, effectivement, on peut consulter pour toutes sortes de raisons, notamment pour satisfaire l'obligation constitutionnelle de consulter. Puis, ça peut venir avec des obligations d'accommodement. Puis, c'est à ça que ça sert la consultation. Puis, c'est finalement l'amendement que propose la ministre à l'article 14.3, qui reprend essentiellement ce qui est écrit ici. Mais, Maître Marois, si c'est OK, c'est pas nécessaire, alors ça dit qu'on ajoute, il n'y a rien de grave. Déjà ajouter ça, on juste répète un concept qui est dans la jurisprudence. On réconfirme un principe qui est hyper important dans notre Constitution et dans la jurisprudence qui est établie par la Cour suprême. Alors, est-ce que ça ne donne pas encore des arguments à notre amendement que pourquoi pas l'ajouter? Pas nécessaire, mais on peut. Puis ça, c'est déjà un petit peu la règle du jour. Alors, si ça c'est le cas, bien on revient à une question qui est plus symbolique. Pourquoi pas n'ajouter eux autres, clairement, dans la mission de la ministre, que c'est nécessaire de prendre en considération leurs intérêts? Bien, vous avez raison, effectivement, que quand les principes constitutionnels s'appliquent d'emblée, on n'a pas besoin de l'écrire dans la loi. Ici, ce qui est proposé à l'article 14.3, c'est d'ajouter une référence à la consultation, qui n'est pas nécessaire, mais on vient le prévoir précisément dans la loi. Donc, c'est ce que j'ai à dire sur le sujet. En fait, Vous avez demandé la parole? Oui. Oui, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Merci. Je vous laisse la parole. Merci. Je suis un peu stupéfaite de tout ce que j'entends depuis tantôt. Donc, on va y aller. On va reprendre le tout par les derniers points. D'abord, un peu comme mon collègue donc, vient de souligner, M. Marois, là, vous l'avez mentionné. Là, donc, à l'article 14.3, vous ajoutez un amendement qui reprend le principe de consultation, donc, dont les interprétations de la loi constitutionnelle de 1982 viennent dire, bien, finalement, c'est un principe qui est reconnu dans la jurisprudence, donc il faut consulter les peuples autochtones. Et vous le reprenez, c'est ce que vous avez dit tantôt, Mme la ministre, elle a lu l'amendement, c'est bien ça. Mme Marois, vous le reprenez, ce principe-là, à 14.3? Merci. Maître Marois, vous avez la parole. En fait, on peut consulter pour toutes sortes de raisons, puis c'est pas nécessairement pour satisfaire l'obligation constitutionnelle de consulter. Ça peut l'être quand l'obligation s'applique. Ici, on ajoute une obligation spécifique de consulter les communautés autochtones de manière distincte, qui peut ou non être faite pour satisfaire l'obligation constitutionnelle de consulter, mais pas nécessairement d'emblée. Mais tout à fait. Puis je m'attendais à ce que ce soit votre réponse ici, M. Marois, parce que bien évidemment que l'objectif ici de 14.3, puis manifestement, là, vous voyez, donc on ne conteste pas le fait que cet amendement-là se retrouve. Il s'agissait d'une des demandes de la PNQL, donc dans son mémoire, de nous dire, bien, nous, on veut te consulter distinctement s'il le faut. Et donc, c'est certain que cet amendement-là, il est bien accueilli de la part du Parti libéral du Québec. Ceci dit, c'est complètement insuffisant. Ici, on parle donc d'un processus. Un processus important, certes, mais c'est strict minimum. Et d'ailleurs, j'ai entendu au passage Mme la ministre nous dire que ce ne sera pas possible de nommer donc d'emblée, d'avoir un siège réservé pour une personne issue donc des Premières Nations au conseil d'administration d'Hydro-Québec. Certainement que nous y reviendrons, Monsieur le Président, parce que je suis aussi tombée en bas de ma chaise parce que je sais que dans le verbatim, là, moi, je n'étais pas là, mais la ministre, elle était là, donc elle a entendu les représentants de l'Assemblée des Premières Nations nous dire que cet élément-là, en matière de gouvernance, d'être sur le siège d'Hydro-Québec, bien ça, c'était le minimum des minimums. Là. Donc, c'est sûr que ça, on va y revenir. Je reviens à l'article 35, parce que là, on est allé dépoussiérer la loi constitutionnelle et, évidemment, donc, j'apprécie le fait qu'on arrive avec des outils supralégislatifs pour nous dire, bien voilà, qu'est-ce qui existe et ce qui devrait s'appliquer d'emblée. Mais je pense qu'on est tous conscients
que depuis 1982, dans notre relation de nation en nation, là, c'est pas comme si notre interprétation ou la façon dont la reconnaissance de ces droits-là s'est faite au jour le jour dans nos différents outils législatifs et dans l'appareil gouvernemental de façon générale, que nous sommes toujours référés à ces principes-là. Là. Je pense que il y a les Québécois et les ministres au premier chef, donc, ça ne pas chaque matin en lisant donc, leurs documents constitutionnels en disant « Ah, voilà les obligations auxquelles nous sommes assujettis ». Ceci dit, j'irai même plus loin parce que quand je lis l'article 35, on nous parle de la confirmation des droits existants des peuples autochtones. Ici, Monsieur le Président, nous, ce qu'on amène comme amendement, on se dit bien sûr que les droits existants, ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada donc, sont reconnus et confirmés. Et que, bien évidemment, donc, que ces droits-là donc, devraient, donc, de façon inhérente... Donc, en fait, ce que ça vient dire, là, c'est qu'il n'y a aucune loi votée par un Parlement ou par l'Assemblée nationale du Québec qui pourrait outrepasser ce qui est défini à l'article 35. Là. C'est ce à quoi ça nous enjoint, là, cet article-là. Ici, nous, ce qu'on vient dire... On ne dit pas, mais confirmons les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada. Nous, ce qu'on vient de dire, c'est que pour appliquer, aux fins de l'application du présent article, donc pour accomplir sa mission de soutenir, de stimuler, de promouvoir la production énergétique, de favoriser le développement des activités d'Hydro-Québec, bien, la ministre doit considérer, non pas les droits, c'est acquis, mais les intérêts et le rôle des Premières Nations inuites dans la gouvernance du secteur énergétique. Donc, les droits, on n'est pas dans un article de répétition. Là, on n'est pas en train de dire, mais voilà, donc on prend un copier-coller de ce qui se retrouve dans un outil supralégislatif, puis on le remet dans une loi votée par le Parlement, donc pour laquelle donc, nous opérons cette étude détaillée. On est vraiment en train de préciser, pas juste pour répondre à nos obligations constitutionnelles, comme vous le faites à l'article 14.3, sur le plan des consultations, parce que c'est ce que vous avez dit, Mme Marois. Sur le plan des consultations, on ne fait pas juste, évidemment, on a des obligations constitutionnelles, on le reprend, mais c'est pas juste pour ça. Là. Évidemment, donc ça vient jouer un autre rôle stratégique que nous souhaitons reprendre dans le cadre du développement de l'article 14.3. Mais c'est exactement ce que notre proposition fait. On n'est pas là pour tout simplement réitérer une obligation constitutionnelle à laquelle nous sommes assujettis. On n'est pas là pour venir dire, bien, regardez, donc nous, on veut s'assurer là, que le projet de loi 69, une fois adopté, donc qu'il ne contrevienne pas aux obligations constitutionnelles auxquelles nous sommes assujettis parce qu'on a une loi supranationale qui prévoit que les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada doivent être reconnus et confirmés. Ce qu'on vient préciser, c'est que dans l'application des rôles et responsabilités de la ministre, aux fins de l'accomplissement de sa mission, qu'il faut absolument qu'elle considère, donc la ministre doit considérer les intérêts et le rôle. Et ces éléments-là, si je fais donc une interprétation de l'article 35, je vais vous regarder un député de Robert Baldwin qui a plus d'expérience que moi comme juriste, et je pense qu'elle est d'accord avec moi sur l'interprétation que j'en fais ici, qu'on n'est pas du tout donc, dans le même... évidemment, donc, le principe là, qui est évoqué ici, donc qui est en continuité. Donc, ce qu'on présente est en continuité avec le principe constitutionnel, c'est certain, mais ce n'est pas répétitif. J'aimerais vous entendre là-dessus. Excusez-moi, on l'a eu, c'était trop long. J'espère que je n'ai pas écoulé mon temps, M. le Président. Non, vous aviez quand même plusieurs minutes là, sur un amendement. Parce que je n'ai pas fini. Il n'y a pas de problème. Il vous restera encore du temps sans problème. Madame la ministre, je vous laisse la parole à ce stade-ci. Oui, merci. Je n'ai pas posé de question. Donc, la question, donc, il est où l'aspect contraignant ici? En fait, j'aimerais mentionner que le projet de loi 69 offre une façon de prendre en considération les intérêts, les préoccupations des Premières Nations. Et cette mécanique-là, elle est incarnée par le plan de gestion des ressources énergétiques. C'est le mécanisme par lequel peut s'opérer et se déployer la consultation à l'intérieur du projet de loi. Et comme j'expliquais tout à l'heure, on a prévu d'autres mécaniques en dehors du projet de loi, et c'est pour ça qu'on a créé la table énergie et Premières Nations, et qui a commencé déjà ces rencontres. Mais à l'intérieur même du projet de loi 69, la mécanique qui nous permet de prendre en considération les préoccupations des Premières Nations, ça s'appelle le PGIR.
Et c'est à l'intérieur de cette mécanique-là, ce processus-là, qu'est accordée l'attention particulière aux Premières Nations. Et on va s'assurer de le faire, on s'est assuré de le faire dès en amont, avant même de mettre en place la mécanique. Et puis, ce sera fait également une fois que la mécanique sera opérante. Et dans ses suites, également dans ses conclusions, il y aura assurément des références à ce qui se sera discuté et dit dans le cadre des échanges avec les Premières Nations. Donc, voilà, ça reflète en fait la mécanique qui est possible pour nous d'utiliser en lien avec les Premières Nations, et c'est ce qu'on prévoit avec l'amendement. Merci. Je m'excuse, Mme la ministre, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Parce que moi, ce que je vous demandais, c'est la question que vous a posée le député Jacques Cartier. Il est où l'aspect contraignant? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'adopter l'amendement que nous vous présentons? Si on peut revoir le libellé, nous vous avons dit, lorsque nous l'avons déposé, que nous vous tendons une perche. Vous avez donc accès à des ressources, que ce soit donc Mme Marois, Mme la sous-ministre ou autres, donc qui sont en mesure donc de vous outiller pour le libellé. On peut s'entendre sur un libellé. Mais on vous tend une perche ici sur le principe. Donc, j'ai obtenu aucune réponse à ma question sur ce qui nous empêche d'adopter cet article-là, cet amendement-là. Mais aussi, Madame la ministre, vous continuez là, de nous présenter le PGIR comme la solution miracle. Mais non, inquiétez-vous pas, tout est dans le PGIR, tout est dans le PGIR. Moi, quand je lis, puis on n'est pas encore rendu, mais quand on se rend à 14.2, on nous dit, bien, la ministre, elle établit aux 6 ans un plan de gestion intégrée des ressources énergétiques sur une période de 25 ans. Donc, chaque 6 ans, donc on se revoit, on serre la main, on établit notre plan, puis après ça, merci, bonsoir, on rentre à la maison. Ensuite, on l'opérationnalise, je le comprends bien, mais les éléments ici de planification, de conceptualisation de la manière dont le PGIR va s'opérationnaliser pendant ces 6 années-là, bien, il ne se fait pas de façon continue, il se fait de façon ponctuelle, à des moments définis. Et là, on n'est pas en train de revoir à ce stade-ci l'échéance de 6 ans, mais le principe que je vais énoncer ici, c'est que quand on dit qu'il faut que dès le départ, là, en 2025, dans une relation de nation à nation, ce qui est évoqué par les collègues de la ministre de façon soutenue, et que ces principes-là ne peuvent pas tout simplement s'opérationnaliser une fois aux 6 ans quand on est en train donc, de développer notre PGIR, puis qu'après ça, on serre la main puis qu'on rentre chez nous. C'est absolument important que dès le départ, et au-delà du PGIR, parce qu'on vient de dire, si on est en train de rouvrir la loi, là, qu'on dit bien, en matière d'énergie, comment nous conceptualisons, quelles sont les orientations que nous développons pour les prochaines 25 années, on ne peut pas se dire, bien, ça, on va le voir dans un plan qu'on va revoir une fois aux 6 ans. Puis après ça, bien, peut-être qu'une fois, bien, peut-être que là, ce sera là, bien, là, on va consulter, c'est bien. Bien, peut-être qu'après ça, ce ne sera plus. Ça ne peut pas juste être un élément ponctuel à l'intérieur donc, de cette planification stratégique-là. Il faut que ce soit, dès le départ, dans la façon d'appliquer les responsabilités de la ministre. Oui, d'abord, dans le cadre du PGIR, ça, on en convient, puis on est d'accord. Bien, là, je ne vais pas m'avancer dès le départ. On va garder un élément de suspense, là, mais vous comprenez que sur le principe, au-delà du libellé, on comprend bien l'aspect de consultation. Dans le mémoire de la PNQL, c'était là. Donc, la ministre, elle prend exactement donc, l'une des très nombreuses demandes en passant de la PNQL. Elle en prend une, puis elle nous dit, regardez, on y a répondu. Non, nous, ce qu'on vient dire, c'est que dès le départ, dans l'article 14.1, alors qu'on est en train d'évaluer ce que la ministre doit faire pour l'accomplissement de sa mission, qu'au-delà du PGIR, que justement, donc quand elle soutient, stimule et promeut la production d'énergie, quand elle contribue au développement et à l'accroissement de la fiabilité et de la résilience des infrastructures énergétiques, quand elle assure le maintien des approvisionnements en énergie et la sécurité énergétique du Québec, quand elle assure le contrôle de l'exploitation de toute force hydraulique sur notre autorité, quand elle favorise le développement des activités d'Hydro-Québec au premier chef, bien, au niveau donc, de ses responsabilités, puis on n'a pas mis une 7e responsabilité. Là. Chaque fois qu'on a soumis des amendements en ce sens, sur le plan légistique, on nous a expliqué, la ministre donc, nous a présenté un argumentaire en nous disant « mais j'ai pas les leviers, ça c'est pas moi qui fais ça, donc ça je suis pas la ministre de ça, en fait je vais être MEIEE, donc là on va être MEI et relations avec les Premières Nations ». On dit non, c'est pas ça. On comprend que les experts et les spécialistes ne sont pas à l'intérieur de votre ministère. On ne vous met pas une 7e responsabilité. Mais ce qu'on fait,
Si on vient vous dire, bien, lorsque vous appliquez ces responsabilités-là qui sont les vôtres, que c'est absolument important de considérer. De considérer ici, on n'est pas en train de... en notre sens, ça, c'est vraiment un article, là, un amendement, une proposition de libellé qui vous tend la main, Madame la ministre. Il vous dit, bien voilà, donc comment, donc dès le début du projet de loi, dès la façon dont nous conceptualisons le rôle de la ministre de l'Énergie en 2025, que si on est sérieux dans le processus de réconciliation, si on est sérieux, si le gouvernement de la CAQ est sérieux quand il nous dit que oui, nous sommes prêts à opérer de nation en nation, il faut qu'on puisse le voir dans le projet de loi. Et c'est d'autant plus crucial en matière énergétique. Tantôt, pour répondre donc, à une des questions, la ministre nous disait « Ah ben oui, à l'article 116, on parle de... On a les mots « communauté autochtone ». La ministre est obligée d'aller dépoussiérer un article du projet de loi pour nous dire « Bien, regardons, on en parle ici, mais ici, ils sont en obitaire. » Le collègue de Jacques Cartier le mentionnait ici. Là, si on a tout un livre, tout un roman donc, où on nous dit « Bien non, ouais, vous êtes au cœur donc, de ce roman-là. » Bien, ça ne peut pas être juste dans les remerciements donc, à la fin, donc, alors qu'on se dit « Mais merci pour l'inspiration. » C'est censé, donc, on est censé véritablement retrouver les intérêts et le rôle des Premières Nations inuites au premier plan, à la première page. Ça doit faire partie là, de la ratio decidendi là, du projet de loi. Là. Qu'on ne soit pas juste, donc, en note de bas de page, soit dit en passant, « Ah, ben oui, à l'article 116, on fait ça, puis après ça, on consulte. » C'est beaucoup plus que ça, la relation nation à nation. C'est beaucoup plus que ça, que de reconnaître le rôle prépondérant que les Premières Nations et les Inuits jouent en matière de gouvernance du secteur énergétique au Québec, Madame la ministre. Très bien. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, merci. Donc, comme je disais au départ dans mes premières interventions, c'est important, chacun des mots, en fait, qui est utilisé pour décrire les mécanismes que l'on déploie en lien avec les Premières Nations, les communautés autochtones. Alors, l'amendement que l'on a mis de l'avant, il respecte, en fait, la façon qu'on a adoptée dans plusieurs autres projets de loi, de développer une mesure concernant les Premières Nations. C'est en parfaite cohérence avec notre obligation constitutionnelle. La démarche que l'on s'apprête à entamer également ne remplace pas notre obligation constitutionnelle. Elle s'ajoute à cette obligation et elle va faire en sorte de tenir en considération les préoccupations des Premières Nations, préoccupations qui ont déjà été exprimées en amont, puisqu'on a développé ces différents mécanismes auxquels j'ai fait référence. Et le libellé qui est proposé dans l'amendement concernant les Premières Nations est celui que l'on retrouve dans plusieurs des lois du Québec. Donc, il y a une volonté aussi de cohérence au niveau du vocabulaire avec l'amendement qu'on a mis de l'avant. Donc, il y a cette notion-là également qui est prise en considération par rapport à ce qui est proposé pour le projet de loi 69. Merci, Madame la ministre. Madame la députée de Bourassa-Sauvé, simplement pour une indication de temps, il vous reste un peu moins de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je comprends l'argumentaire de la cohérence législative. Là. Ça, c'est absolument important que sur le plan des consultations, Maître Marois l'a dit, c'est une obligation constitutionnelle, mais qu'à ce moment-ci, donc, que ça puisse se retrouver à travers donc, tout le corpus législatif que développe l'État québécois. Donc ça, c'est normal que cet élément-là se retrouve un peu partout. Nous, ce qu'on vient dire, c'est pas de tasser l'amendement que vous proposez à 14.3 sur les consultations. On le dit, on le soutient, cet amendement-là. On en comprend le principe. Mais ce qu'on vient dire, c'est qu'en matière énergétique, alors que votre rôle, c'est d'assurer, donc, en matière d'énergie, une gestion responsable et intégrée des ressources énergétiques du Québec dans une perspective donc, de transition énergétique et de développement économique, que ce rôle-là demande bien plus que l'aspect des consultations. Bien sûr que celui-ci, il se retrouve un peu partout. C'est le maître Marois donc, le dit. Donc, il s'agit d'une obligation constitutionnelle à laquelle vous êtes assujetti. C'est normal. Mais vous ne pensez pas, Madame la ministre, qu'en matière... que lorsqu'on est en train de revoir l'avenir énergétique du Québec, parce que c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, on revoit l'avenir énergétique du Québec pour les 25 prochaines années. Vous ne pensez pas que ça demande plus de votre part comme engagement?
Merci, Madame la députée. Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Comme je l'indiquais, en fait, le gouvernement a mis en place, adopté une nouvelle approche par rapport aux Premières Nations, communautés autochtones. On veut en faire des partenaires privilégiés et ça se traduit déjà dans plusieurs des projets à nature énergétique que l'on a mis en place au fil des dernières années, particulièrement au fil des derniers mois. On a eu plusieurs projets qui ont été développés, planifiés avec les Premières Nations. Donc, c'est l'ensemble, je dirais, de l'approche, de la philosophie du gouvernement qui a été modifiée au cours des dernières années pour faire en sorte de s'inscrire dans une perspective de réconciliation. D'ailleurs, le PDG de Hydro-Québec a eu des mots reconnaissant cet état de fait il y a quelques jours, alors que le gouvernement du Québec a refusé d'aller en appel relativement à une cause qui a été jugée par le tribunal et qui incluait les Premières Nations. Et cette décision de ne pas aller en appel, c'est un des reflets de cette nouvelle façon de faire lorsqu'on travaille avec les Premières Nations. Et ça se traduit également dans nos projets énergétiques. Et l'attention particulière qu'on veut donner aux préoccupations des Premières Nations, ça va se traduire dans l'élément clé de notre projet de loi, le PGIR, qui va nous permettre de façonner justement les contours du développement énergétique du Québec pour les prochaines années. Quand on dit qu'on veut s'engager dans la transition énergétique, on veut le faire en collaboration avec les Premières Nations. Tous devons y contribuer et les préoccupations des Premières Nations vont être d'importance parce qu'on a besoin qu'ils soient des partenaires engagés et qui vont bénéficier également des retombées de ces projets-là. C'est important qu'on puisse avoir cette dimension-là qui soit présente dans nos projets. C'est ce pourquoi on en fait des partenaires et voilà, qu'on s'assure qu'ils soient à bord avec nous au sein des différents projets. Et le PGIR va nous donner lieu, en fait, à une série de projets parce que c'est ce qui va constituer la feuille de route pour le déploiement de nos ressources énergétiques et le déploiement aussi des différentes mesures d'efficacité et de sobriété énergétique. Et je pense qu'on a à apprendre des Premières Nations en matière d'énergie, en matière de sobriété. Je pense que ça cadre bien avec leur philosophie, leur approche, et ça va pouvoir être mis à contribution dans le développement de notre plan et des différentes mesures qu'on devra mettre de l'avant. Merci. Merci, Madame la ministre. Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Dans leur mémoire, la PNQL nous disait « Il est impératif que le projet de loi reflète la place inhérente aux Premières Nations dans la gouvernance de l'énergie au Québec. » Est-ce que vous pensez, Madame la ministre, avec ce que vous nous avez déposé, incluant l'amendement que vous allez présenter à 14.3, que le projet de loi reflète la place inhérente aux Premières Nations dans la gouvernance de l'énergie au Québec? Merci. Monsieur le Président. Je vous laisse aller, Madame la ministre, par habitude. OK. Allez-y, avec plaisir. Alors, je répète que dans le cadre des consultations, en fait, il va être important de rencontrer les différentes Premières Nations qui sont parties prenantes du futur énergétique québécois. Et c'est ce qu'on va s'obliger à faire. On va s'investir pour faire en sorte de bien comprendre la réalité des Premières Nations, les différentes réalités, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Je pense que suivant les régions et les nations, ça peut différer en termes de préoccupation, aussi d'importance que ce projet-là reflète pour eux, puis de potentiel aussi que ça peut générer. Moi, je vois un immense potentiel dans le développement de projets avec les Premières Nations, et je pense que pour ces Premières Nations, ça va être un levier stratégique, un levier de développement économique, développement social d'importance majeure. Seul l'est pour le Québec, ça doit l'être également pour les Premières Nations. Et c'est en misant sur des partenariats avec les Premières Nations qu'on va pouvoir déployer ce potentiel-là qui va générer des retombées à large échelle pour les Premières Nations. Donc, à partir du moment où ils contribuent à façonner le plan de gestion des ressources énergétiques, notre feuille de route, et qu'on va pouvoir la réviser et qu'on va pouvoir tenir nos discussions et nos rencontres avec les différentes tables qu'on met sur pied. Ça aussi, il va y avoir des échanges, bien sûr, avec le PGIR, avec la façon que ça a d'être mis en œuvre, mis en place, les préoccupations qui vont surgir au fil du temps
tout ça va être pris en considération parce que là, on a d'autres mécaniques en dehors du projet de loi 69, des mécaniques de partenariat, de collaboration, de concertation avec les Premières Nations. Et ça, c'est sans compter ce que déploie également Hydro-Québec, ce que déploie mon collègue aux relations avec les Autochtones, le premier ministre lui-même. Donc, c'est tout un ensemble de mécaniques, de mesures qui sont mises en place et qui commencent déjà à donner des fruits et qui, à mon avis, vont donner des résultats majeurs pour le développement et le déploiement et la valorisation et l'avancée des Premières Nations. Très bien. Merci, Madame la ministre. Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Je n'ai pas obtenu de réponse à ma première question. Je n'ai pas plus obtenu de réponse à la question que je viens de vous poser. Les partenariats que vous avez nommés, les politiques et les façons de faire qui se retrouvent auprès donc, des autres ministères et organismes du gouvernement, bien, je pense que les Premières Nations, étant au cœur donc, de ces partenariats-là, je pense qu'ils sont bien au courant, sont bien au fait là, qu'ils ont lieu. Donc, s'ils s'en satisfaisaient, on ne nous aurait pas inscrit dans le mémoire déposé à cette commission pour l'étude du projet de loi 69 sur l'avenir énergétique du Québec qu'il est impératif que le projet de loi reflète la place inhérente aux Premières Nations dans la gouvernance de l'énergie au Québec. Madame la ministre, vous avez parlé vous-même, vous avez utilisé les termes « partenaires privilégiés ». Est-ce que vous trouvez que le projet de loi, tel que rédigé, incluant l'amendement que vous alliez soumettre, incluant l'article 116, font des Premières Nations et des Inuits des partenaires privilégiés? Est-ce que vous trouvez que le projet de loi reflète la place inhérente aux Premières Nations dans la gouvernance de l'énergie au Québec, comme on nous l'a demandé? Très bien. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président. Donc, je rappelle que le plan en question, c'est le cœur du projet de loi. C'est ce qui va définir et façonner le devenir énergétique du Québec et que les Premières Nations aient une attention particulière qui leur soit accordée. Je pense que c'est le reflet d'une volonté de travailler différemment avec les Premières Nations. Et cette volonté-là, elle s'exprime déjà depuis plusieurs années et on va continuer à la déployer et à la façonner de telle sorte qu'on va avoir des partenariats étroits, des relations de confiance et qu'on va s'inscrire dans une relation également de réconciliation. On a beaucoup... on part de loin, je dirais, en lien avec les relations avec les Premières Nations. Beaucoup doit être fait et je pense que le secteur énergétique va pouvoir représenter une dimension importante de la redéfinition qu'on souhaite faire avec les Premières Nations et qu'on va mettre en place. Et je pense qu'on va être étonné des résultats que ça va pouvoir générer. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. Madame la députée, il vous reste peut-être un peu plus que 2 minutes ou 1 minute à peu près. Là. Ouais. Okay. Bien, d'abord, ce n'est pas juste une dimension importante là, du secteur énergétique, c'est une dimension cruciale et de premier plan. Je comprends de votre réponse, Madame la ministre, que selon vous, la réponse à ma question ici, c'est oui. Donc, respectueusement, moi, je pense que ce que vous nous avez présenté ne reflète pas la place inhérente aux Premières Nations dans la gouvernance de l'énergie au Québec. Sinon, on ne nous aurait pas présenté une pléthore d'amendements et de recommandations, alors que vous en extrapolez une et vous nous dites, voilà, merci, bonsoir, on a fait notre travail. Alors, je reviens à ma question précédente. Ici, nous ne vous arrivons pas avec un article contraignant. Nous vous disons simplement, lorsque vous accomplissez votre mission, votre rôle au-delà du PGIR, voici comment donc vous devriez, en fait, vous devriez dès le départ considérer les intérêts et le rôle des Premières Nations et des Inuits, que ça ne peut pas se faire en note de pas de page en passant, que ça doit faire partie donc de votre réflexion dès le départ. Qu'est-ce qui nous empêche, sur le plan légistique ou sur le plan de la volonté ministérielle, d'adopter cet amendement? Merci. Maintenant, Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Bien, je reviens avec la notion de cohérence législative et la collègue soulignait d'ailleurs tout à l'heure l'importance d'avoir une cohérence législative. C'est une formulation qui se retrouve dans notre amendement, qui reprend celle qui existe déjà dans plusieurs lois, dans la législation québécoise. On a aussi la loi constitutionnelle qui incombe... qui fait en sorte de nous amener des obligations que l'on va respecter, bien sûr, et auxquelles on va ajouter
des éléments qui se retrouvent dans notre amendement. Donc, voilà, il y a une question de cohérence législative qui a été mise de l'avant et c'est ce pourquoi on a cet amendement qui est mis de l'avant et que j'ai lu tout à l'heure. Et ça nous permet de reprendre, en fait, les termes que l'on a l'habitude de retrouver dans les différentes lois au Québec qui concernent les Premières Nations. Il ne vous reste que 5 secondes, Madame la députée. Maître Marois, je veux vous entendre. Est-ce que notre proposition d'amendement est un frein à la cohérence législative? Bien, j'ai pas de commentaires autres que ceux de la ministre. La ministre réfère au libellé qui est proposé à 14.3, qui est un libellé qu'on retrouve dans d'autres lois québécoises qu'on pourrait vous citer. Donc, j'ai pas d'autres commentaires. Merci. Il ne vous reste plus de temps, Madame la députée. Est-ce qu'il y a d'autres collègues? Oui, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Je vous laisse la parole. Mais Maître Marois, je répète la même question de ma collègue. Est-ce que vous avez quelque chose de plus précis pour nous que votre réponse que vous venez de nous donner? Merci, Monsieur le député. Alors, Maître Marois, je vous laisse la parole. Non, j'ai rien de plus précis. Je m'excuse. Merci, Maître Marois. Madame la ministre, aviez-vous quelque chose à rajouter? Non, merci. Monsieur le député de Jacques-Cartier, je vous laisse la parole. Monsieur le Président, on a des avocats d'exception ici, un avocat exceptionnel aux côtés de le député Jean Talon. Ils sont des juristes et des légalistes, ils comprennent le droit. Moi, je suis une historienne par formation et après ça, administration publique. Alors, les politiques gouvernementales, c'est mon expertise. Mais je vais commencer avec l'histoire. Et pourquoi c'est hyper important de nommer des Premières Nations des Inuits où on peut. S'il y a une ministère ou une place où il y a beaucoup de stigmas, c'est sûr, c'est envers des ressources naturelles et aussi l'énergie. S'il y a eu une passée, c'est exactement pourquoi le député de Maurice Richard a déposé un amendement qui était très spécifique sur cette réalité-là. C'est parce qu'ils sont souvent exclus. Et dans notre passé, c'est la réalité. Nous sommes ici en train de travailler sur un projet de loi qui va être extrêmement important pour les prochaines 25 ans de notre histoire qu'on va s'écrire tout ensemble. Et moi, je trouve qu'on est en train encore de répéter une erreur historique et c'est d'exclure les Premières Nations et les Inuits. Et ça parle beaucoup le fait qu'on ne trouve pas les mots, les Premières Nations, les Inuits, partout dans ce projet de loi. Et je comprends que le côté gouvernemental, les fonctionnaires vont dire « Oui, mais c'est écrit dans les autres places, c'est la responsabilité des autres ministres, on va quand même prendre ça en considération. » Je peux accepter le fait qu'ils ne sont pas nommés dans un projet de loi qui est écrit dans les années 75. Quand même une erreur dans ces années-là, mais le fait que nous sommes ici en 2025, puis on ne trouve pas, eux autres ne sont pas nommés partout, je trouve ça un petit peu décevant. Mais c'est quelque chose qu'on peut corriger aussi. On a la chance. C'est exactement pourquoi on a déposé cet amendement. C'est un départ. Et je peux entendre quand même mon collègue de Maurice Richard qui dit ben c'est le strict minimum. Oui, peut-être c'est le strict minimum qu'est-ce qu'on vient de déposer ici. Mais c'est important qu'au minimum, ils sont présents. Et je suis au minimum, Monsieur le Président, on peut regarder les différences entre section 14.1 puis le PGR. Ils ne sont pas la même chose. Je veux que quotidiennement, dans les actions que la ministre va prendre dans ses fonctions, que c'est jamais oublié qu'il faut prendre en considération les intérêts et les rôles des Premières Nations des Inuits, et je veux que c'est inscrit dans la loi. Et je veux aller un peu plus loin. Parce que c'est vrai qu'on a une constitution, c'est vrai qu'on a la jurisprudence, mais toujours aujourd'hui, on se retrouve souvent devant la Cour suprême, le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial contre une Première Nation sur la question du droit d'être consulté, qui n'était pas adéquatement informé d'un changement politique sur un projet sur leur territoire. Ça n'arrive pas à la même rythme que dans notre passé. C'est sûr qu'on a fait des gains en termes qu'il faut réfléchir grâce à cette modification constitutionnelle puis toute la jurisprudence qui le suit, mais ça arrive toujours qu'on a des chicanes juridiques devant les tribunaux sur des questions de le droit si le gouvernement a adéquatement consulté une Première Nation. Avec ça, on va ajouter une pouce que, oui, on va aider les Premières Nations. Les gens vont dire, bien,
nous sommes écrits dans ce projet de loi. Si le ministère a oublié de nous prendre en considération dans la façon qu'ils ont stimulé la production des nouvelles filières énergétiques, bien, malheureusement, le gouvernement a échappé. Ils ont échoué la loi. Ils ont oublié une obligation qui est importante. Ça donne eux autres aussi un autre levier de dire il y a une obligation légale de faire ça parce que c'est écrit dans ce loi ici. Et c'est bien beau ce qui est écrit dans la Constitution puis la jurisprudence. Mais moi, je veux que dans nos projets de loi adoptés par l'Assemblée nationale, qu'on se trouve, les Premières Nations et les Inuits, au cœur de ce projet de loi et que c'est écrit. Ça, c'est mon plaidoyer. Je ne sais pas si la ministre a une réponse, mais je pense qu'après ça, Monsieur le Président, je veux que peut-être on passe à la vote sur cet amendement. Je trouve que c'était une discussion très importante qu'on a eue ici. Et je veux juste dire rapidement, je sais que le gouvernement a des ententes qui ont signé récemment avec les Premières Nations. C'est un gain, c'est important. Aucune personne nie ça. Mais pour ce projet de loi, je veux éviter une erreur historique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je vais donner la parole à Mme la ministre. Je vais vous simplement signifier, là, il reste peu de temps, mais j'ai quand même des collègues qui ont demandé le droit de parole. Alors, Madame la ministre. Je vais céder le droit de parole aux collègues, là, dans un premier temps. Alors, Monsieur le député, de Maurice Richard. J'ai une proposition, en gros, parce que mon intervention va prendre plus que les 2 minutes qui restent, fait que je vais la reprendre la prochaine fois. Fait que si vous voulez bien, Madame la ministre, répondre, et puis on pourrait lever, je reviendrai avec mon intervention la prochaine fois. Alors, à ce stade-ci, Madame la ministre, souhaitez-vous prendre la parole? Je vais simplement dire que notre engagement comme gouvernement fait montre, en fait, de la place accrue que les Premières Nations occupent dans le développement du Québec. C'est ce qu'on a adopté comme approche de différentes manières, notamment à travers des projets de développement énergétique, à travers l'action de mon collègue. Ils seront également consultés dans le cadre du cœur de ce projet de loi 69, à savoir l'adoption d'un plan de gestion des ressources énergétiques. Alors, je pense qu'il y a des résultats très importants qui vont survenir du fait de leur intégration dans ce plan et des consultations qu'on va tenir auprès de ces Premières Nations et Inuits. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. Alors, je vous remercie tout le monde de votre collaboration. Compte tenu de l'heure, la Commission ajourne ses travaux s'inédits.